Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'animation de cette table ronde sur la thématique de la sclérose en plaques. Vous le savez, chez Carrefour, on a fait du handicap la grande cause du plan stratégique Carrefour 2026 et avec elle, nous avons pris des engagements très forts en termes de sensibilisation et le moment que nous vivons ce midi fait partie de ces engagements de sensibilisation autour notamment des handicaps invisibles. Je salue évidemment toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui à l'auditorium de Massy, que je remercie de sacrifier leur pause déjeuner pour venir assister à cette table ronde. Et puis je salue également tous ceux qui nous regardent en ligne sur notre plateforme digitale Blink. Je sais que vous aussi, derrière votre écran, si vous vous êtes connecté, c'est que vous êtes sensible à la fois au sujet du handicap et plus précisément sur celui de la sclérose en plaques. Alors évidemment, la sclérose en plaques, comme beaucoup de maladies, elle est souvent qualifiée d'invisible, alors que les conséquences, elles, évidemment, sont bien visibles. On estime qu'en France, plus de 140 000 personnes vivent avec une sclérose en plaques. Et derrière ce chiffre, il y a des parcours de vie, des carrières, des familles, des défis quotidiens, mais aussi des capacités à s'adapter, à faire en sorte que le quotidien soit amélioré. Des engagements et évidemment beaucoup de réussites qui sont évidemment très précieuses. Alors notre ambition aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde, avant de vous présenter les invités qui m'accompagnent pour ce moment particulier, elle est simple, cette ambition. C'est de mieux comprendre la maladie, parce qu'on sait que quand on comprend mieux, on accompagne mieux. C'est de parler également des impacts, évidemment, de la maladie sur la vie personnelle, mais plus précisément pour ce qui nous concerne dans la vie professionnelle, bien sûr, et de mettre en lumière les solutions, d'avoir une communication positive, de mettre en avant les initiatives, de croiser les regards, parce qu'on sait que les regards sont importants pour faire évoluer les choses. Alors, pour justement parler de toutes ces perspectives, celle de la recherche, évidemment, de l'engagement associatif, celle du monde médical, celle des personnes directement concernées, et puis enfin celle de Carrefour. Et je remercie d'ores et déjà les intervenantes qui ont accepté de m'accompagner aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Et sans plus attendre, je vous propose de vous présenter celle qui se trouve à mes côtés. Elle s'appelle Brigitte Tétinger-Jouillet. Je vous remercie, Brigitte. Vous acceptez que je vous appelle Brigitte ? Bon, merci. Je veux vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Vous présidez la Fondation Sclérose en plaques France. Alors, avant de nous parler de la Fondation elle-même, j'avais envie de revenir sur votre parcours personnel, comprendre finalement quelle était la genèse de votre engagement, comment vous en êtes arrivé finalement à avoir envie de vous occuper de cette fondation jusqu'à en prendre la présidence. Alors, merci beaucoup déjà de m'accueillir, de nous accueillir aujourd'hui chez Carrefour. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve que c'est très, très important de pouvoir avoir la chance d'en parler avec vous aujourd'hui. Vous qui travaillez pour le groupe Carrefour, et je vous remercie tous d'être là dans cette salle. Alors, en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que j'ai évidemment souhaité en fait, m'occuper de cette fondation ? Premièrement, parce que je vais revenir sur ma petite enfance, mais j'ai été opérée du cœur à l'âge de 8 ans, donc ça fait très longtemps. Une opération à cœur ouvert, c'était une des premières en France. Je ne serais pas là aujourd'hui si la cardiologie n'avait pas fait les progrès qu'elle avait fait sur le plan de la science, et je ne serais pas là. Donc je considère depuis l'âge de 8 ans que je dois une dette et que véritablement, aujourd'hui, les maladies, les pathologies, c'est la recherche. C'est véritablement la recherche qui peut faire que demain, il y aura des progrès et les maladies seront endiguées. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Et puis, la deuxième chose, alors pourquoi la sclérose en plaques ? Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que d'abord, c'est une maladie qui est méconnue. Et donc, on en parlera un peu plus tard, mais je trouve que véritablement, il faut lui donner la visibilité, mieux l'expliquer en entreprise. Et donc, je vais vraiment voulu le faire, et ça de par mon parcours aussi de chef d'entreprise. Et puis, peut-être un dernier point, c'est que ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle était diagnostiquée dès l'âge de 20 ans. Et donc, c'est toute une vie. Et donc, nous en parlerons également tout à l'heure. Merci beaucoup de ces confidences. Alors évidemment, je comprends que la maladie a occupé une place dans votre parcours personnel et que c'est une des raisons pour lesquelles ça vous a amené jusqu'à la présidence de la Fondation. Mais j'ai aussi envie de vous demander pourquoi il est important aujourd'hui d'avoir une fondation qui soit totalement dédiée
à la sclérose en plaques. On aurait pu imaginer qu'elle soit associée à d'autres fondations qui participent à la recherche sur les maladies. Et surtout, quel rôle joue fondamentalement cette fondation sclérose en plaques? Quelle est véritablement sa mission? Alors, c'est une très bonne question. Premièrement, il faut savoir qu'il y a quelques années, vous aviez une fondation pour le soutien de la recherche et vous aviez des associations qui s'occupaient des patients, qui accompagnaient les patients. Et nous avons justement, avec toute l'équipe et toutes les équipes, décidé de regrouper ces deux missions dans la même entité, c'est-à-dire de créer donc la fondation France Sclérose en plaques. C'est très important parce que ce n'est pas le cas de toutes les associations. Nous avons donc la mission de soutenir la recherche, mais en même temps d'accompagner les patients. Et c'est véritablement formidable d'être avec toute la communauté pour soutenir justement ces deux missions. Et la sclérose en plaques, pourquoi ne pas parler de la sclérose en plaques alors que vous avez Alzheimer, Parkinson, etc. Non, c'est une maladie, pathologie à part entière, mais vous en parlerez beaucoup mieux que moi après. Et véritablement, il faut pouvoir apporter des réponses à ces 140 000 personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, et pas seulement, c'est-à-dire il y a les aidants aussi à côté, donc elles méritent véritablement d'être prises en considération. Merci beaucoup, Madame Tettinger, pour votre réponse. J'ai une question aussi qui porte sur l'intérêt d'organiser une séquence comme celle que nous vivons aujourd'hui. D'après vous, pourquoi c'est important que vous puissiez vous associer à un moment de contact avec le monde de l'entreprise? Alors, j'ai été moi-même pendant plus d'une trentaine d'années dirigeante d'entreprise. Et dans ces différentes entreprises, dans certaines, j'avais 95% de femmes. Comme vous le savez, la sclérose en plaques, d'ailleurs, sur 4 patients, il y a 3 femmes. Et j'ai certainement laissé passer certaines femmes, je les suis après, qui avaient la sclérose en plaques, qui ne l'ont pas dit, et qui, au bout de 3 ans, 4 ans, sont parties. Et je me suis dit, si vraiment je peux apporter quand même ma voix, et pour dire, surtout, si vous avez une sclérose en plaques, aujourd'hui, les entreprises sont certainement beaucoup plus ouvertes qu'il y a 40 ans. Mais pour vous écouter, vous entendre, vous aider à rester, et pas vous mettre dans un placard, mais vous aider véritablement, un peu comme c'est dit dans la pièce, mais à ce que vous soyez véritablement intégré dans la vie avec les spécificités de votre maladie. Et je crois qu'on peut le faire. Et je crois que Carrefour a vraiment envie de le faire. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez raison, on a envie d'être à vos côtés, comme on l'est à chaque fois qu'on a des populations dans nos organisations qui pourraient être mises en difficulté parce que traversées par la maladie. L'entreprise a cette responsabilité-là et Carrefour a l'habitude d'être au rendez-vous de ses responsabilités. Alors évidemment, vous évoquez également l'importance de mieux faire comprendre la maladie. Donc justement, avant de parler de ses impacts au quotidien et notamment dans celui du travail, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est réellement la sclérose en plaques. Et donc, je me tourne vers vous, docteur Wislerski. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, votre regard de médecin, il était absolument fondamental. Quand on a décidé de mettre en place, de construire cette table ronde, on avait besoin de votre regard. Il est essentiel pour mieux comprendre, évidemment, la maladie. Lorsque l'on entend sclérose en plaques, pour beaucoup de personnes, on en connaît le nom, mais finalement, assez peu ce qu'il en recouvre. Et donc, une question assez simple, c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette maladie que la sclérose en plaques? Merci de m'avoir invité à venir vous parler aujourd'hui. Donc, rapidement, la sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central, donc qui va toucher le cerveau, la moelle épinière. Et dans le cerveau, on comprend aussi les nerfs optiques. C'est une maladie auto-immune. Il faut bien comprendre en fait que les patientes, puisque 70% des sujets qui sont atteints de cette maladie, ce sont des femmes, vont en fait développer des anticorps qui vont passer dans le cerveau et dans la moelle épinière et créer des lésions à cet endroit-là. Donc notre cerveau et notre moelle épinière nous servent à beaucoup de choses en fait, à marcher, à sentir, à regarder, à réfléchir et à un tas de fonctions qu'on apprend en grandissant, mais qui sont le contrôle un peu, qui nous permettent la socialisation. Et donc, le fait d'avoir des anticorps qui vont passer dans le système nerveux, ça crée de l'inflammation. Et cette inflammation, elle va abîmer la gaine qui entoure les nerfs, c'est la myéline. Et cette gaine, en fait, une fois qu'elle est abîmée, elle sert essentiellement à
faire de la conduction électrique. Et donc, elle conduit l'influx nerveux du cerveau. Donc, quand je suis en train de bouger ma main, là, quand je vous parle, en fait, c'est moi qui décide de bouger ma main. Même s'il y a un petit côté aussi involontaire, hein, puisqu'on a des choses que notre système nerveux va volontairement inhiber, puisque ça ne nous sert pas, les informations ne nous servent pas. Et donc, dans la sclérose en plaques, en fait, la vitesse de passage du cerveau au muscle, elle va être ralentie parce que la gaine est abîmée. Et ça va donner un déficit moteur, ça peut aussi donner un déficit visuel, ça peut donner une sensation bizarre, hein, et ça fait partie des symptômes un peu invisibles, c'est-à-dire que ce sont les patients qui vont avoir des douleurs alors que finalement, il n'y a pas de choses douloureuses ou qui vont ressentir de façon douloureuse quelque chose qui est plutôt du tact chez quelqu'un qui n'est pas malade. Hein. Donc ça donne des symptômes un peu bizarres. Et puis, beaucoup de fatigue en fait. Hein. Si on doit discuter avec les patients, il y a 90% des patients qui vont dire que le symptôme principal, ça reste la fatigue. Alors, bon, comme on l'a vu dans la scène, hein, tout le monde est fatigué. Mais en fait, non, tout le monde n'est pas fatigué comme avec une sclérose en plaques. Hein. C'est vraiment quelque chose... il y a une quantité d'énergie qui va être développée chez les patients qui est beaucoup plus importante pour faire des tâches de base que chez les sujets qui n'ont pas la maladie. Voilà, merci beaucoup, merci docteur, vraiment pour ces explications qui sont très claires. C'est très important de bien en comprendre les contours pour mieux adapter finalement nos comportements. Alors évidemment, la sclérose en plaques, et on l'a vu tout à l'heure dans la pièce de théâtre, elle a un impact dans la vie quotidienne, dans la vie amoureuse, dans la vie de couple, mais elle est aussi dans la vie professionnelle des personnes directement concernées. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots précisément sur ce que ça a comme impact ? Alors, c'est très variable en fait, hein, puisque comme on l'a vu au début de la pièce, la jeune patiente, finalement, elle marche et on va dire qu'elle part à son entretien très en forme. Et puis, bon, finalement, il va y avoir une poussée. Et ensuite, il y aura du handicap. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir différents tableaux. Hein. Il va y avoir des patients qui vont être... On va les croiser dans la rue, on ne saura pas dire qu'il y a une sclérose en plaques. Et puis, les patients qui vont avoir un déficit moteur et avoir besoin d'aide technique, en fait. Hein. Et donc, le travail va adapter aussi bien l'aide technique et le poste de travail, en fait, que parfois le temps de travail. Et ça, ce sont des choses à discuter surtout avec le médecin du travail. Je vais recentrer les choses autour de la médecine du travail, même si la pièce n'était pas centrée dessus. Et effectivement, la médecine du travail, là-dedans, a un rôle important. D'abord, de pouvoir mettre un nom sur ce qui arrive à la personne, et puis ensuite de pouvoir faire le lien avec, finalement, la direction de l'établissement pour dire, il y a des adaptations à faire parce qu'il y a de la maladie. Et une adaptation qui peut être donc en termes de temps de travail, en termes de poste de travail, en termes de télétravail, en termes d'accessibilité. Merci beaucoup. On parle souvent chez Carrefour de handicap invisible, donc évidemment vos mots ont un écho particulier pour nous. Quels sont les bons comportements pour vous à adopter pour accueillir au sein d'une équipe, la sienne en l'occurrence, une personne touchée par la sclérose en plaques ? Alors ça, c'est pas forcément une réponse facile. Je pense qu'il y a une participation du patient. Parce que c'est un peu ce que je vous disais. Finalement, un patient, c'est un individu. Hein, et comme je vous ai dit, la sclérose en plaques, c'est quelque chose qui va être très hétérogène en termes de retentissement sur la personne. Et donc, finalement, c'est une conversation qu'il faut avoir avec la personne qui est touchée pour savoir ce dont elle va avoir besoin. Et c'est aussi ce qui a été transmis dans la pièce. Hein, c'est-à-dire que, on a besoin d'aide par moment, mais il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Et merci de nous laisser faire tout seul. Enfin, je dis ça, mais c'est un peu ce que disent les patients, en fait. Hein. Ça, c'est des paroles de patients. Et c'est important d'avoir ce point de vue-là. On ne se met pas à la place de l'autre. Ça, c'est quelque chose auquel on lutte beaucoup dans le monde de l'entreprise. Merci beaucoup, docteur, pour l'ensemble de vos réponses. Vous vouliez, bien sûr. Vous pouvez prendre votre micro. Je voulais juste rajouter quelque chose qui est très bien dit dans la pièce. C'est qu'il faut vraiment avoir un dialogue avec la personne atteinte, parce qu'il y a quelque chose dont souffrent beaucoup de patients, c'est le sentiment de solitude. Et donc, c'est pour ça que les garder dans l'entreprise quand ils le souhaitent, c'est fondamental, parce que les renvoyer chez eux, c'est pas toujours très bien vécu. Et ça, on le voit de par tous les patients, toutes les remontées qu'on a, c'est important de le savoir.
Raison pour laquelle on a souhaité chez Carrefour s'y intéresser aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'en comprendre justement les contours pour mieux agir, en tout cas mieux réagir à l'annonce de la maladie. Alors évidemment, une table ronde, elle n'est jamais complète si elle n'est pas composée d'une personne qui est directement concernée. Et là, je me tourne vers vous, Laura Dupuy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre témoignage, il est évidemment essentiel pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai une question assez simple pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, partager avec nous ce qui vous semble important que nous sachions? Bonjour, là vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du coup, moi je suis Laura Dupuy, j'ai 35 ans aujourd'hui. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 25 ans, donc je fais partie de la norme. Voilà, donc je travaillais, j'avais fini mes études, je travaillais déjà. Je suis actuellement et j'étais responsable de secteur dans le service à la personne, donc je manage une équipe de 55 auxiliaires de vie et je m'occupe à peu près de 250 personnes accompagnées. Voilà, donc j'ai été diagnostiquée quand j'avais 25 ans suite à des symptômes du spasme voilà, dans la jambe, en l'occurrence dans la jambe droite. Donc bien évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'avais le syndrome des jambes sans repos. Heureusement, j'ai eu un médecin généraliste très pertinent qui m'a dit ça ne peut pas être les jambes sans repos parce que vous me parlez que de la droite et que ça touche les deux jambes. Donc du coup, de la IRM, deuxième poussée au bout d'1 an et donc diagnostic qui est tombé, la sclérose en plaques. Voilà. Alors, évidemment, je comprends que la maladie, quand elle entre dans la vie, elle ne s'arrête pas à une case séparée du reste. Il n'y a pas d'un côté la sclérose en plaques qu'on gère de manière individuelle dans sa vie personnelle, chez soi. La maladie, elle vous accompagne partout, y compris dans le monde du travail. Et donc, quel impact a eu la maladie dans votre vie professionnelle? Je comprends que vous êtes manager, que vous avez un secteur, vous devez sans doute être amené à vous déplacer. On sait que gérer l'humain, c'est parfois difficile. Oui, tout à fait. Alors déjà, quand j'ai été diagnostiquée, le neurologue m'a dit je pense qu'il faut arrêter ce métier. Voilà. Bon, c'était de manière bienveillante, mais beaucoup de stress, le management. Donc, vu que le stress fait souvent évoluer la maladie, il m'a conseillé de peut-être trouver autre chose. Bon, j'ai pas écouté de suite. Au bout d'1 an, je pense, 1 ou 2 ans, j'ai arrêté ce travail. Je me suis dit bon, allez, stop. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Donc bon, j'ai tenté une petite expérience pendant 1 an qui m'a pas convenu et je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier, il me plaît. Et même si aujourd'hui, je dois peut-être faire avec ma maladie, je pense pas avoir plus les compétences pour le métier, tout simplement. Donc, je suis repartie dans ce travail-là. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, dans la pièce aussi, je me suis beaucoup reconnue sur plein de points, mais c'est que la fatigue, c'est un des principaux symptômes, donc ça, c'est une certitude. Je suis obligée de faire avec, de réadapter mes journées. Je vais davantage rythmer mes journées de manière différente. Par exemple, avant, je faisais une journée de visite à domicile. Bon, je le fais plus. Je fais une demi-journée et je fais du bureau, voilà, pour que ça soit un peu plus scindé. Et je m'y retrouve comme ça. Ensuite, les réunions. Les réunions, c'est compliqué pour moi, les journées de réunion, parce que je suis fatiguée, mais en plus, je vais avoir mes spasmes dans les jambes, parce que de ne pas bouger, pour moi, souvent, ça les déclenche. Donc, je suis obligée de me lever en pleine réunion. Donc, bon, le regard des autres, etc., c'est pas toujours évident. La chaleur, je suis concernée par le phénomène du TOF. Donc la chaleur, ça fait augmenter mes symptômes. Du coup, l'été, ce sont des mois plus compliqués au niveau du travail. L'été, aussi un bureau non climatisé. Donc, donc voilà, ça aussi, c'est pas évident. Voilà, c'est des petits symptômes. Enfin, moi, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis davantage sur des symptômes invisibles. À ce jour, voilà, personne ne peut penser que j'ai une sclérose en plaques. C'est très juste. Merci beaucoup, Laura. Alors, évidemment, vous parliez du regard des autres. Moi, il me donne envie de vous poser la question de savoir si vous avez parlé de votre maladie facilement, rapidement, à votre employeur, à votre équipe, à vos collègues, par exemple. Comment ça se passe? Est-ce que ça a été facile, difficile? Quelles ont été les réactions? Alors, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais dans ma première structure. Donc là, j'ai pas eu le choix que d'en parler parce qu'en fait,
une semaine après le diagnostic, j'ai fait une crise de spasmophilie. J'ai fait une crise d'angoisse, d'anxiété au travail, donc du mal à respirer, etc. Donc, du coup, j'en ai parlé à ma directrice à ce moment-là. Et quand j'ai changé de structure, j'en ai parlé dès l'entretien d'embauche. Voilà, j'ai préféré être honnête par rapport à la pièce de théâtre. C'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai envie qu'ils me prennent moi entièrement. J'ai envie de me sentir à l'aise face à ça, de pouvoir leur en parler. Et pourtant, à ce moment-là, j'avais vraiment pas de contraintes particulières dans mon métier à avoir, pas de réaménagement ou voilà, il n'y avait pas de besoin particulier. Mais en fait, j'avais besoin de pouvoir leur dire. Bon, là, je suis peut-être un petit peu plus fatiguée, ou voilà, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de télétravail, d'être à l'aise sur ces sujets-là. Et au final, j'ai bien fait parce que la fatigue n'était pas encore là dans mes symptômes à l'époque, et maintenant, elle est vraiment très présente. Donc, en réunion, c'est vraiment très gênant que de faire que bâiller. On se dit, mais elle n'a pas dormi, donc je passe de très bonnes nuits, tout va bien, mais c'est une chape de plomb qui vous tombe, et ça n'a rien à voir avec une fatigue que je vivais à l'époque, du coup, ordinaire, ou après une journée de travail ou de sport, j'étais fatiguée. Là, je me rends bien compte depuis à peu près 5 ans que j'ai la fatigue, que c'est pas pareil. Voilà. Donc, j'en ai parlé à mon employeur à la base, et j'en ai parlé à mes collègues de travail. Également, aussi, je suis dans le médico-social, donc j'ai des patients, des bénéficiaires qui ont la sclérose en plaques. Donc j'ai aujourd'hui fait une force de ça, c'est-à-dire que j'en parle. Je suis dans un métier d'humain, donc forcément, je manage une équipe qui va aussi chez des personnes qui sont atteintes. Du coup, je peux être un appui pour eux vis-à-vis des symptômes, du ressenti. Donc aujourd'hui, j'en ai vraiment fait une force. Je suis devenue très référent handicap spécialisé en sclérose en plaques dans ma structure aussi. Et je forme et sensibilise mes équipes. Voilà. Bravo Laura pour tout ce que vous faites. Moi, j'ai une dernière question que j'aurais aimé vous poser, c'est qu'aujourd'hui, à l'endroit où vous êtes, du coup, avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que vous auriez un message que vous auriez aimé adresser aux gens qui sont dans la salle, aux personnes qui nous regardent, aux managers qui demain devront accueillir une personne en situation de handicap, notamment touchée par la sclérose en plaques? Vis-à-vis des managers, je dirais que la scène l'a abordé, mais le sujet de la flexibilité est très important. Donc en fait, si vous en parlez à votre manager, ce qui va avoir aussi du positif dans votre quotidien au travail, c'est cette flexibilité qui pourra vous apporter, je l'espère, si on tombe sur des managers bienveillants. Mais moi, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir dire à ma direction, voilà, là, j'ai une journée de perfusion à l'hôpital, est-ce que je peux la récupérer ou voilà, pas forcément poser une journée. Je dois être absente pour un rendez-vous, je suis tout à fait à l'aise avec le fait de réadapter mon planning, de l'afficher même sur mon planning, comme ça ils savent que c'est en lien avec ma pathologie. Donc la flexibilité, c'est ce qui est important pour nous en tant que travailleurs handicapés, mais aussi la relation de confiance, bien évidemment. Hein. Moi, je suis très à l'aise avec ma direction pour en parler, ça fait du bien, parce que si je vais moins bien, je peux leur confier et leur dire qu'en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Après, par rapport aux collègues, moi, je trouve que c'est un confort que de pouvoir aussi en discuter avec mes collègues, qu'ils le sachent, qu'en réunion, quand je me lève pour marcher un petit peu, ils ne se disent pas qu'est-ce qu'elle a, elle trépigne d'impatience, elle en a marre de la réunion. Non, pas du tout, c'est juste parce que j'ai besoin de marcher, de faire passer mes espaces. Donc en fait, c'est vraiment un confort que de l'avoir dit à mon travail. Merci beaucoup Laura. Je me tourne vers toi, Karine. Alors, je te tutoie parce qu'évidemment, tu es celle autour de la table que je connais le mieux, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, Karine, chez Carrefour, nous, on se dit souvent que l'inclusion, ça ne peut pas être des intentions. En tout cas, on ne traite pas le sujet du handicap de manière conversationnelle. Ça se traduit toujours par des actions concrètes. Et donc, moi, j'aurais aimé évidemment te poser la question du handicap et que tu puisses nous dire un peu quelques mots sur les initiatives que nous avons prises en faveur du handicap chez Carrefour ces dernières années. Merci Stéphane. Oui, donc les initiatives qu'on a prises, j'espère que vous les connaissez, comme vous êtes tous des collègues de chez Carrefour. On a fait du handicap, donc la grande cause du plan stratégique Carrefour 2022-2026. Donc c'était notre précédent plan stratégique. On était parti de l'idée qu'en France, je crois que c'est 1 personne sur 7 qui est en situation de handicap. Et donc on se disait, soit on a des salariés qui sont en situation de handicap, soit généralement on connaît tous dans notre entourage, dans notre famille, nos amis proches, quelqu'un en
situation de handicap. Et on trouvait avec Alexandre Bompard, parce que c'est lui qui a lancé ce plan, que le handicap était parfois un peu un angle mort des politiques en entreprise. C'était parfois un sujet qui était moins pris en compte que d'autres sujets plus classiques quelque part, comme celui de l'égalité professionnelle, et que le handicap, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc à partir de là, on a lancé un indicateur, un objectif d'avoir 15 000 personnes en situation de handicap chez Carrefour, donc 15 000 personnes tous parmi nous, d'ici à fin 2026. On était parti de 11 000 en 2022, on est à 14 400 à fin d'année dernière, et on vise donc les 15 000 en fin d'année. Et c'est parfois compliqué, c'est-à-dire qu'on fait ça dans tous les pays du groupe. On se rend compte que parfois, il y a l'avantage de la législation. En France, il y a quand même une loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça aide quelque part. Des entreprises qui parfois n'avaient pas envie de le faire, le font parce qu'il y a une loi et des sanctions financières. Mais on le fait aussi dans des pays comme le Brésil, l'Espagne, où il n'y a pas de législation, il n'y a rien. Et donc, il y a très peu d'entreprises qui le font. Et donc, voilà, on a ce premier volet qui est vraiment un volet clé sur lequel travaillent Stéphane, Florence et toute l'équipe diversité inclusion, avec l'aide des RH, qui est donc de recruter des personnes en situation de handicap et aussi de s'assurer que ça se passe bien pour elles. Que justement, tous ces sujets de flexibilité, d'adaptation soient pris en compte, parce que l'idée, c'est pas de recruter des personnes en situation de handicap, mais pour qu'ils partent au bout de 6 mois. Et donc, on a aussi des référents handicap. Donc, il y a aussi tous ceux qui sont en charge des référents handicap qui sont là aujourd'hui. On a 500 référents handicap en France qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. Donc ça, c'est notre premier sujet, qui est un sujet un peu sans fin, parce qu'on a toujours des idées pour essayer d'améliorer encore les choses. Florence et Stéphane étaient allés à Lyon, où on a ouvert le premier campus école pour des étudiants qui sont en situation de handicap, des étudiants autistes, porteurs de trisomie, qui voudraient intégrer Carrefour ou le secteur de la distribution. Et donc, on les forme à la vie en magasin pour qu'après, on puisse les recruter. Donc ça, c'est notre premier volet. Le deuxième volet, c'est les clients. Parce que là, on s'est dit qu'on avait quand même tellement de clients chez Carrefour, on a tellement de magasins partout dans le monde. C'est souvent là aussi un angle mort, c'est-à-dire qu'il y a des places de parking pour les personnes en situation de handicap, mais généralement, ça s'arrête là. Et donc, avec toute l'équipe, on a déployé des magasins handi-accessibles avec toute une série de choses. Alors, c'est jamais parfait, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les handicaps, mais on essaye de répondre aux handicaps les plus majeurs, les personnes avec un déficit visuel, les enfants avec un trouble autistique. Et donc, on a des magasins handi-accessibles maintenant un peu partout dans le monde. Et le dernier volet, et la raison pour laquelle on lance cette campagne sur la sclérose en plaques, c'est sensibiliser au handicap, à tout le handicap qu'on ne connaît parfois pas assez et qui peuvent gêner la vie de nos salariés au quotidien. Donc là, on avait lancé une initiative sur l'endométriose, qui est un sujet qui n'a rien à voir et qui en même temps a parfois des traits communs avec celui de la sclérose en plaques. Il y a énormément de femmes qui souffrent d'endométriose et qui parfois n'osent pas le dire, qui vont travailler en ayant mal, qui ne savent pas comment prendre le sujet. Et donc, on a lancé un dispositif où les femmes qui souffrent d'endométriose ont droit à une journée d'arrêt payée par l'entreprise chaque mois. Donc, c'est quand même 12 jours par an, ce qui n'est pas neutre dans le secteur de la distribution, pour que le jour où elles se sentent mal, il suffit qu'elles le disent à leur manager et elles peuvent s'arrêter. Et quelque part, tout le monde y gagne, parce qu'en effet, on a eu un retour plutôt positif. On se posait des questions avant est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que ces femmes qui souffrent d'endométriose voudront en parler? Parce que c'est un choix personnel, intime. Et la réponse est plutôt oui, en effet. Généralement, elles sont plutôt contentes de pouvoir en parler à leur manager, que l'activité soit organisée. Et donc voilà, donc on lance plein d'initiatives. Je pense que celle qui nous tient le plus à cœur, c'est de sensibiliser sur le handicap. On fait plein de choses, donc l'endométriose, on lance les cafés joyeux en magasin aussi, on a été les premiers à les lancer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a rencontré Brigitte Tétinger-Jouillet. On s'est dit que sclérose en plaques, vu le nombre de salariés qu'on a chez Carrefour, vu le nombre de magasins, il y avait quelque chose à faire pour parler davantage de la maladie. C'est un peu la force de Carrefour, c'est notre taille. Donc c'est pour ça qu'avec Florence, Stéphane et toute l'équipe, on était ravis de se mobiliser sur le sujet. Merci beaucoup, Karine, de cette réponse très complète. Du coup, si je reste avec toi, Karine, si on devait retenir qu'une seule chose à la fin de cette table ronde, pour toi, qu'est-ce que ce serait ? Nous, c'est la sensibilisation. J'espère que pour tous ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent à distance, qui sont beaucoup plus nombreux encore à distance, c'est de se dire, j'ai appris quelque chose ce soir en rentrant chez soi. J'ai appris ce que c'était que la sclérose en plaques. Je sais un peu mieux comment en parler éventuellement à quelqu'un de mon équipe qui viendrait m'en parler. Je sais comment appréhender le sujet. Et on se dit que là, on a fait œuvre utile. Si on a servi à ça sur une courte pause déjeuner, en effet, c'est très rapide. Mais d'avoir cette sensibilisation, et on pense que c'est comme ça qu'on progresse sur toute une série de sujets.
Génial, merci beaucoup Karine. Alors du coup c'est cette vision partagée autour de cet enjeu collectif qui est celui de mieux comprendre, de mieux écouter, de mieux accompagner. On va arriver à ce point de conclusion de cette table ronde qui sera évidemment passée très vite. Avant de pouvoir la clôturer et puis de vous libérer, je me tourne à nouveau vers vous Brigitte pour ce point de conclusion. Après tous ces échanges, si vous aviez un message d'espoir ou une ouverture positive, parce que ça a été longtemps notre signature chez Carrefour comme vous l'imaginez très bien, lequel serait-il finalement, ce message ? Alors, pardon, vous avez dit le juste mot. Pour nous, ce qu'on veut véhiculer, parce que c'est vrai, c'est l'espoir. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, sur la recherche, grâce à la recherche, quelqu'un qui va être diagnostiqué demain matin de la sclérose en plaques ne vivra pas du tout la même vie que quelqu'un qui a été diagnostiqué il y a 30 ans. On ne peut pas le dire pour toutes les maladies. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire des découvertes, j'espère, qui vont aboutir et quelque part qui serviront aussi d'autres maladies proches de la nôtre. Donc il faut absolument, vous connaissez ma conviction, soutenir la recherche. La deuxième des choses, c'est que l'espoir, c'est ce que vous venez de faire aujourd'hui. C'est donner enfin par rapport à la sclérose en plaques plus de visibilité pour que finalement les patients acceptent d'en parler et qu'il y ait un environnement qui connaisse cette maladie, qui soit à l'écoute, comme vous l'êtes aujourd'hui chez Carrefour, et qui réponde à leurs attentes et également leurs angoisses. Donc voilà. Et la troisième des choses qui nous semble importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement tous ces patients qui souffrent de la solitude, eh bien nous aussi notre devoir, vous leur donnez la visibilité, vous les entourez, et c'est ce qu'on espère pour tous les patients qui aujourd'hui se sentent encore seuls, en dehors de tout. Donc voilà, je vois que des raisons pour ressortir d'ici en me disant ça avance et c'est formidable. Merci, merci infiniment. On arrive au seuil de cette table ronde. Je vous remercie beaucoup, Brigitte, et à travers vous, l'ensemble de l'équipe Sclérose en plaques France qui nous a accompagnés maintenant depuis plusieurs semaines pour l'organisation de cette table ronde. Merci, docteur, d'avoir été à nos côtés, d'avoir éclairé notre lanterne pour mieux comprendre les contours de la maladie. Merci, Laura, pour votre témoignage sincère et inspirant. Et enfin, merci, Karine, de rappeler que le handicap est une réalité et que nous avons des preuves et des actions très concrètes à proposer pour chercher à mieux l'accompagner. Alors aujourd'hui, on a parlé d'une maladie invisible, mais surtout, on a cherché à rendre visibles des réalités, des parcours, des engagements et de mettre en avant des solutions. Ce que l'on retient évidemment, c'est une meilleure compréhension qui doit permettre de changer beaucoup de choses dans l'entreprise, évidemment, et parfois simplement dans notre manière de regarder l'autre, parce que c'est bien de cela dont il a été question ce midi. La sensibilisation est une première étape, Karine en a parlé, l'action est évidemment la suivante. Merci à toutes et tous qui, présents dans la salle, référents handicap, personnes sensibles au sujet, d'avoir été à nos côtés. Une pensée particulière à ceux qui, derrière leur écran, dans nos entrepôts, nos magasins, partout sur le territoire, ont choisi de passer ce moment de déjeuner avec nous, en espérant que vous y avez appris beaucoup. Et surtout, continuons de faire vivre cette conversation le plus longtemps possible. On vous dit à très bientôt, puisque ce sont ce type d'exercices qui recommenceront dans notre calendrier. Au plaisir de vous retrouver. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.